Un bonjour à mesdames, messieurs. Donc, moi, il me revient de parler du devoir d'obéissance et droit de désobéissance des militaires. Alors déjà, rien que le sujet, c'est déjà un paradoxe juridique, parce que ça veut dire que pour les militaires, il y a deux aspects totalement antagonistes. Un devoir d'obéissance, qui est quand même la partie structurante des forces armées, et puis à l'inverse, un devoir de désobéissance qui peut être dicté par un cas de conscience, ou alors des considérations d'ordre humanitaire dont a parlé donc Madame Villemain juste à l'instant. Euh, En préambule, je dirais que la notion d'obéissance-désobéissance n'est pas tout à fait, comment dire, binaire, dans le sens où il y a des degrés d'obéissance. C'est-à-dire qu'on obéit un peu plus à quelqu'un qu'on estime, qu'on parle d'obéissance d'amitié, qu'à quelqu'un qu'on n'estime pas, on va lui obéir parce qu'il a le titre, les galons, etc. Donc la notion est quand même assez floue. Un candidat qui s'engage dans l'armée, en France, il le fait pour servir, d'abord pour obéir. Moi, je ne connais pas trop de jeunes qui viennent signer un contrat de désobéissance en disant bah, écoutez, ça ne me plaît pas. Donc, ils sont plutôt dans une logique d'obéir. Bien qu'ils se posent des questions aussi dans telle situation, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je. Dans ce cas, à qui je demanderais. Mais bon, globalement, ils viennent pour obéir. Ensuite, quand on s'engage, on sait, on sait qu'on le fera soit pour donner des ordres en tant que chef, ou soit pour en recevoir en tant que subordonné. Ça, c'est tout à fait le Code de la défense qui le précise. Sachant aussi que ce principe concerne la réserve. Les réservistes aussi sont soumis aux mêmes règles. On sait dans l'armée que l'obéissance est indispensable à la fois pour l'efficacité de l'action collective et aussi pour la coordination. C'est-à-dire que si chacun commence à désobéir, on va arriver à des tirs fratricides, à des dégâts internes, ce qui n'est pas tout à fait le but. Obéir aux ordres, c'est aussi être discipliné. Alors discipliné, le Code de la Défense rappelle très bien la nécessité de discipline des militaires. La discipline militaire est fondée sur le principe d'obéissance aux ordres. L'État militaire exige en toutes circonstances esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline. La discipline militaire fondée sur le principe d'obéissance aux ordres. Donc autrement dit, le lien entre discipline et obéissance, il est clairement établi. Le militaire, quand il s'engage, il sait aussi qu'il va devoir faire preuve d'autres qualités, comme le courage, l'abnégation, l'esprit de sacrifice. Je vous citerai juste une partie du code d'honneur du soldat de l'armée de terre. Donc, au combat, je n'abandonne ni mon armée, ni mes camarades morts ni blessés. La mission est sacrée, je l'accompagne. La mission est sacrée, je l'accomplis jusqu'au bout avec détermination et esprit d'initiative. Donc on voit bien que dans toutes ces conditions, désobéissance, c'est pratiquement une trahison vis-à-vis de ses camarades. Citer deux formules fortes. La discipline fait la force principale des armées. Alors pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez de l'ancien règlement de discipline générale, où il était dit que tout ordre doit être exécuté sans hésitation ni murmure. Ça c'était à l'époque. C'est dépassé maintenant, mais ça reste quand même bien dans les inconscients collectifs. Et puis la grande muette, l'expression aussi qui fait sourire, mais qui montre bien que l'armée est aussi donc liée à ce symbole d'obéissance. Euh, Quand un officier reçoit un commandement, une base aérienne, un régiment, un bateau, donc l'autorité qui donne le commandement lui dit, officier, sous-officier, militaire du rang ou marin de telle unité, vous retraiterez comme chef donc telle personne, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera. Là, c'est aussi quelque chose qui est fort, en tout ce qu'il vous commandera. Donc, tout ça pour dire que dans l'armée, cette notion d'obéissance, de discipline, c'est très fort. Où je veux en venir, c'est que maintenant, parler de désobéissance dans ces conditions, c'est difficile, parce que désobéir pour un militaire, il va être en contradiction avec lui-même. Il s'est choisi un chef, il s'est choisi un cadre, et on va lui dire, bah, tout ça maintenant, c'est pas bon, ce qui veut dire que ça va être un très dur combat interne pour désobéir. Pourtant, quand on regarde la formulation juridique de devoir d'obéissance, il a tout l'air d'une obligation contraignante. Un militaire doit obéir aux ordres conformément à la loi, observer les règlements militaires et en accepter les contraintes. Ce qui veut dire que dans ces conditions, tout contraignant doit être puni. Pour dire aussi que c'est difficile à désobéir, c'est que les militaires sont soumis à d'autres obligations. Le devoir de réserve, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Les lanceurs d'alerte sur Internet, est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Est-ce qu'ils dérogent au devoir de réserve ou est-ce qu'ils sont dans leur rôle?
Donc on est aussi dans une zone un peu grise. Il y a aussi l'obligation de loyauté envers les chefs. Et ça, c'est dit par le Code de la Défense. Le militaire exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. L'insubordination est répréhensible aussi. Donc, tout ça pour vous dire que le jour où il va falloir, comment dire, désobéir, ben, le militaire, ben, il va être pris dans une lutte interne entre soit j'obéis, c'est confortable, ou soit je refuse, je dirais, cette hiérarchie qui en fait, ne convient pas. Et la vraie question, c'est, et si je désobéis, qui va me défendre? Ça aussi, c'est quelque chose d'important. On voit dans l'histoire que les cas de désobéissance, ben, en fait, ça s'est souvent terminé au désavantage de la personne qui a désobéi. Les mutineries de 1917, où en fait, beaucoup ont été exécutés. On va parler du putsch de 1961, le fameux carteron de généraux en retraite. Le général de Gaulle disait « Hélas, hélas, par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir ». L'affaire des paillotes, est-ce qu'il fallait obéir, est-ce qu'il fallait désobéir? Donc vous voyez, c'est compliqué. Tout ça aussi peut amener à une réflexion. Est-ce que le devoir de désobéissance, le droit de désobéissance, est-il compatible avec l'État militaire? L'armée, c'est quand même ce qui va défendre la population, les citoyens. C'est l'ultima ratio. C'est-à-dire qu'après l'armée, il n'y a plus rien. Donc savoir en ultima ratio qu'un militaire peut désobéir, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? Ça, je vous donne la question. Ensuite, il y a quand même des cas, je dirais, par exemple, de troubles à l'ordre public, de catastrophes naturelles, de fortes pandémies. On aimerait compter sur les armées. Et donc, on aimerait aussi savoir que l'armée va obéir et ne va pas avoir des cas de conscience pour désobéir. Donc, vous voyez, quand on voit le rôle de l'armée, ce sont des questions qu'il faut se poser. Ceci étant, pour la désobéissance, il y a quand même des jurisprudences qui remontent donc assez vieilles, 1944 d'après ce que j'ai trouvé. L'objection de conscience aussi, le statut de 1963, donc c'est aussi une forme de désobéissance, ou de non-exécution, tout dépend comment on le prend. Aujourd'hui, ben, ne pas exécuter un ordre illégal est bien prévu dans le Code de la Défense, donc je vous épargnerai les articles. Mais tout ça, ça renvoie quand même à des luttes bien comme l'humanité. Est-ce que j'obéis, je ne désobéis pas? C'est Antigone face à Créon. C'est, comment dire, le choix personnel par rapport à la cité. C'est cette charnière entre la décision collective et le choix individuel. Donc, tout ça pour vous dire que ce devoir de désobéissance, ce droit de désobéissance, pardon, sera difficile à mettre en œuvre, parce que ça voudrait dire qu'un militaire, dans l'action, il va devoir, anticiper sur l'ordre, on va me donner quelque chose d'illégal. 2, on me donne un ordre, est-ce que c'est vraiment illégal, est-ce que j'en suis sûr? Et 3, aller voir son chef en disant, chef, c'est illégal, sachant qu'une action est en cours et que son devoir de désobéissance va peut-être mettre en péril la vie de ses camarades. Donc, c'est pour vous montrer un peu le décalage qui peut exister entre le droit tel qu'il existe, le Code de la Défense, et les réalités du terrain telles que je les ai moi-même vécues. En conclusion, je vous dirais que ce droit à l'obéissance et ce devoir de désobéissance est quand même pas facile à mettre en œuvre. Il y a quand même quelques citations que je voudrais vous donner juste avant de terminer. C'est le premier lord de l'amirauté, quand il parlait de l'amiral Jellicoe après la bataille de Jutland, il disait « Il a toutes les qualités de Nelson, sauf une, il ne sait pas désobéir ». Je vais terminer.